Bonjour et bienvenue sur Info 83. À partir du 7 avril prochain, les Varois soumis à l'impôt vont obligatoirement devoir se connecter sur le site des impôts pour faire leur déclaration 2021 en ligne. Et vous avez jusqu'au 8 juin. On va parler donc de déclaration d'impôt, de fiscalité avec notre invité, maître Jean-Philippe Dartiguenave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste. Au barreau de Toulon, absolument. Au barreau de Toulon, effectivement. On va parler des impôts, donc c'est bien à partir du 7 avril qu'on devra déclarer. On a jusqu'au 8 juin, jusqu'au 19 mai pour ceux qui font les déclarations papier. Je ne sais pas s'il existe encore des personnes qui font des déclarations papier. Alors, alors vous l'avez dit, le 7 avril, c'est le lancement de la campagne de déclaration d'impôt sur le revenu. Théoriquement, il y a encore la possibilité de faire des déclarations papier pour ceux qui ne seraient pas raccordés à Internet, par exemple, ou qui n'auraient pas la possibilité de faire cette déclaration par Internet. Donc, en principe, les déclarations papier devraient être marginales, mais ça reste une possibilité. Mais bon, dans la généralité des cas, les déclarations doivent être faites par Internet, donc selon des dates qui varient en fonction du département dans lequel vous êtes. Et à ce titre, les Varois sont plutôt bien logés puisque la date dépend du numéro du département et qu'on se situe plutôt à la fin. Donc on sera vraisemblablement autour du 7 ou du 8 juin. Oui, effectivement, le département 54 et puis 967, Exactement. je crois, c'est les départements et territoires d'outre-mer. On a beaucoup parlé de la loi de finances 2022. Est-ce qu'il y a de réelles modifications dans cette loi de finances 2022 par rapport aux années précédentes? Alors, il y a quelques mesures emblématiques, c'est vrai. Pas nécessairement beaucoup de mesures qui concernent les particuliers. Donc, au titre des mesures emblématiques, c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises pour favoriser la relance suite à la période de la crise Covid. Oui. Bon, par exemple, ce sont des dispositifs un peu techniques qui concernent les entreprises, beaucoup les restructurations, mais par exemple, on a mis en place un dispositif d'amortissement des fonds de commerce, d'amortissement de déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds de commerce, donc qui permet d'économiser de l'IS pour les fonds de commerce qui sont acquis entre 2022 et 2025. Donc ça permet aux acquéreurs quelque part de minorer le coût de leur acquisition en déduisant de l'IS le coût de cette acquisition par le biais de l'amortissement. Donc ça, c'est une des premières mesures de relance. Une autre mesure emblématique qu'on peut citer... On va préciser que l'IS, c'est l'impôt société. L'IS, c'est l'impôt société, bien sûr. Et une autre mesure emblématique donc, qui concerne un dispositif d'exonération de plus-value. Alors, il y a un dispositif général d'exonération des plus-values qui s'applique aux particuliers comme aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés quand on cède une branche d'activité. Alors, il y a des seuils qui s'appliquent. Ces seuils étaient compris. Il y avait une exonération totale jusqu'à 300 000 euros et une exonération partielle entre 300 000 et 500 000 euros. Ces seuils ont été relevés à 500 000 ou 1 million d'euros, donc c'est quand même une évolution qui est significative. Pour tenir compte également de la crise Covid, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été prorogés et des délais qui ont été allongés. Quand on a un dirigeant qui cède son entreprise et qui part à la retraite, il y avait des délais de 2 ans. Quand on cède les titres pour prendre son départ à la retraite, ce délai a été porté à 3 ans. Donc ça peut concerner des entrepreneurs individuels ou des chefs d'entreprise qui cèdent leur société. Donc vous voyez des mesures qui sont assez emblématiques, qui ne concernent pas nécessairement les particuliers, même s'il y a des mesures techniques qui concernent l'impôt sur le revenu. Alors il y a aussi des particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent. Est-ce qu'il y a une baisse de l'impôt sur le revenu pour 2021, puisqu'on va déclarer les revenus de 2021? Ah, tout à fait. Alors Emmanuel Macron n'a pas supprimé l'impôt sur le revenu, malheureusement. Est-ce qu'il y a une baisse ? Ça aurait pu être une belle annonce. Ça aurait pu être une belle annonce, malheureusement je ne la ferai pas. Effectivement, alors, on ne peut pas véritablement parler de baisse, mais chaque année vous avez un ajustement technique qui est plus ou moins important, c'est-à-dire qu'on ajuste le barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation, c'est-à-dire la variation des prix hors tabac en fait. Et cette année, la variation est plus significative que l'année dernière, donc les tranches sont revalorisées d'1,4%. Oui, alors les tranches, c'est jusqu'à 10 225 euros, 0%, pas d'imposition en fait, de 10 226 à 26 070, 11%, de 26 071 à 74 545, 30%, de 74 546 à 160 336, c'est annuel bien évidemment 41%, et au-delà de 160 336, 45% d'imposition. Alors j'ajoute simplement pour compléter ce que vous dites par rapport au barème. Il faut tenir compte et de ce barème et de votre situation familiale parce que vous savez qu'en France, l'impôt est progressif et que vous avez aussi un quotient familial qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt. Donc, plus vous avez de personnes à charge, plus vous avez un quotient familial élevé et plus ça vous permet de descendre dans les tranches. Donc, ces tranches sont à relativiser aussi
par rapport au quotient familial qui est le vôtre. Relativisons. Tout à l'heure, vous avez annoncé, mais c'est pas une annonce en fait, vous avez dit Emmanuel Macron n'a pas supprimé l'impôt sur le revenu. En revanche, les particuliers ont compris à l'élection d'Emmanuel Macron qu'il y aurait suppression de la taxe d'habitation. Quid de cette exonération de la taxe d'habitation? Alors, ça, je peux vous confirmer que c'est tout à fait vrai, sauf parce qu'il y a un changement majeur dans le cadre du prochain quinquennat. Mais effectivement, ça avait été une mesure emblématique de ce quinquennat qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en 2017. Donc il y a effectivement une exonération progressive de la taxe d'habitation qui s'est échelonnée entre 2018 et 2023. Alors, sans revenir sur l'historique, mais simplement pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. 2022, c'est la dernière année de la taxe d'habitation. Ça, on peut, a priori, je pense qu'on peut le dire. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus à partir de 2023. C'est-à-dire que je rappelle que la taxe d'habitation, elle est établie en fin d'année, donc les contribuables reçoivent la revue de taxe d'imposition en fin d'année, en fonction des événements qui existent, donc de la situation d'habitation qui existe au 1er janvier de l'année, donc au 1er janvier 2022. Je rappelle qu'on parle ici évidemment de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas supprimée, et d'ailleurs, cette taxe d'habitation à partir de 2023 deviendra une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Mais la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée. En 2022, bien, la situation, en fait, il y a 3 cas de figure. Vous avez, en fonction du niveau de revenu des contribuables qui sont totalement exonérés de la taxe d'habitation. Vous avez d'autres qui ont une exonération partielle. Donc ceux-là, ils payent un peu de taxe d'habitation et sur le solde, ils ont une exonération de 65%. Et pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les seuils d'exonération totale ou d'exonération partielle, ils ont en 2022 une exonération de 65%. À partir de 2023, plus de taxe d'habitation. Puisqu'on en parle, une question à vous poser, elle est subsidiaire. Je suis propriétaire d'un appartement que je loue. Oui. Donc ce n'est pas ma résidence principale, donc je vais payer la taxe d'habitation du bien que je loue. Et donc le locataire, lui, étant sa résidence principale, ne paiera pas la taxe d'habitation, on est bien d'accord? Oui, enfin non, vous ne payez pas la taxe d'habitation du logement que vous n'occupez pas. C'est le locataire qui paye sa taxe d'habitation et qui ne la paiera plus puisque la taxe d'habitation sur la résidence principale n'existera plus. Voilà. Au niveau des déclarations, là, c'est important aussi. Que dois-je déclarer? Alors, notamment les revenus complémentaires, hein, les ventes, par exemple, sur Internet, sur les plateformes comme eBay, comme Vinted, comme Le Bon Coin, hein, pour les citer. Est-ce que nous devons déclarer ces revenus-là? Vous avez raison de poser cette question, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Et je pense que si tout le monde était complètement honnête, globalement, ces revenus ne sont pas ou peu déclarés. Alors ils ne sont pas ou peu importants. Ils sont souvent pas ou peu importants, mais on va y revenir. On va y revenir. La question, c'est quel est le niveau au-dessous duquel les revenus sont considérés comme peu importants. Donc on est en France, il faut tout déclarer. Donc c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est que la règle est l'imposition et la non-imposition est l'exception. Par exemple, si vous parlez de l'allocation de votre résidence principale, par exemple, qui est un cas qui arrive assez souvent. Vous avez beaucoup de gens qui, par exemple, en été, louent leur résidence principale. Alors, d'abord, il ne faut pas louer trop longtemps, parce que si vous louez trop longtemps, ce ne sera plus votre résidence principale. Mais en admettant que vous louiez de façon saisonnière, à la journée, à la semaine ou au mois, comme c'est la dénomination, c'est comme ça que ça s'appelle, et bien effectivement, sur le principe, vous faites de la location meublée, et vous rentrez dans le régime de la location meublée, vous êtes obligé de le déclarer. Il y a des exonérations qui existent, mais elles sont quand même assez limitées. En l'occurrence, l'exonération qui s'applique, elle est de 760 € par an. Donc c'est quand même assez faible. Quand vous sous-louez, il y a une autre exonération qui existe. C'est-à-dire qu'au-delà de 760 €, vous êtes censé le déclarer. Je le déclare et je suis soumis à l'impôt. Et vous êtes ça s'ajoute à mes revenus. Vous avez une autre exonération qui existe, par exemple, quand vous sous-louez une partie de votre résidence principale. Ce qui est sur les plateformes, par exemple Airbnb ou... Non, plutôt si vous sous-louez, là le cas qui est visé. Alors, d'accord. Le principe, encore une fois, si vous sous-louez votre résidence principale, c'est que vous êtes taxé, mais il y a un cas d'exonération. Si vous sous-louez à quelqu'un qui l'occupe à titre de résidence principale et que le loyer est dit raisonnable, à ce moment-là, vous pouvez être exonéré. Alors, le loyer raisonnable en province, c'est 142 €. Donc, qui nous concerne par exemple à Toulon, c'est 142 € par mètre carré et par an. Ça vous fait à peu près un loyer de... Si vous louez un 20 mètres carrés, ça vous fait 2 800 € par an, ça fait 240 € par mois. Donc là, ce n'est pas totalement neutre. Donc ça s'applique si vous sous-louez à quelqu'un qui l'occupe à titre de résidence principale
ou si vous le sous-louez à un saisonnier. Voilà. Donc ça, c'est par exemple deux exonérations qui existent pour la location immobilière, mais le principe est la taxation. Voilà, donc location saisonnière, les revenus donc issus des ventes de vêtements, d'objets, donc à déclarer là aussi, il y a une base, et il y a un minimum, je crois que c'est au-delà de 3 000 euros. 5 000. 5 000, ça a augmenté. Alors, encore une fois, la règle, c'est l'imposition. Quand vous vendez des biens, en principe, vous êtes susceptible de réaliser ce qu'on appelle une plus-value sur bien meuble, qui est taxable à 19%, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, avec un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième. Donc ça, c'est la règle. Ceci étant dit, vous avez une exonération si vous vendez... Alors, il faut regarder unitairement. Si vous vendez des biens au-dessous de 5 000 euros, donc là, pour le coup, c'est quand même un montant qui est assez élevé. Et les ventes de mobilier, une voiture, par exemple. Par exemple, ça, c'est toujours exonéré. À moins que ce soit une voiture de collection, ou sauf cas particulier, la vente de voiture, c'est toujours exonéré. Je crois que là-dessus, l'administration est assez pragmatique. Ce serait quand même assez difficile de taxer tout ça comme des revenus. Voilà, merci maître Jean-Philippe d'Artigonave. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste, avocat au barreau de Toulon bien évidemment. Oui. On aura l'occasion de vous réinviter parce qu'on a 2 mois, effectivement, à partir du 7 avril jusqu'au 8 juin pour faire sa déclaration en ligne en tout cas. Et vous aurez l'occasion de revenir pour répondre à des questions que vous pouvez d'ailleurs nous poser sur questions au singulier ou au pluriel @info83.fr. Merci Jean-Philippe d'Artigonave. Et merci de nous suivre sur Info 83.